en direct de l'espace plein ciel à l'hôpital Necker pour l'émission Il suffit de passer le pont. Et aujourd'hui, nous allons passer le pont avec Jean-Philippe Daguerre. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Damien. Donc je rappelle qu'on est toujours tous les mercredis là, en direct de l'espace plein ciel avec l'association Celui qui souffle qui apporte un soutien et un réconfort aux enfants hospitalisés grâce aux artistes. Donc à chaque fois on invite un artiste qui vient parler de son art et de ce qu'il fait. Donc on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir d'être là. Et alors, ceux qui regardent l'émission régulièrement savent qu'il y a toujours un petit exercice au départ que j'aime bien faire. Pour certains c'est de la torture, pour d'autres c'est agréable. On va voir pour toi ce que ça fait. Il s'agit de parler de toi en 1 minute, en sachant que tu as carte blanche, donc tu peux dire ce que tu veux en 1 minute, montre en main. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bon. Je vais dire ce qui me passe par la tête pour me présenter. Eh bien, c'est parti. Mais je m'appelle Jean-Philippe Daguerre. Je suis papa de 3 enfants. Une très grande qui a 22 ans, qui s'appelle Camille. Une plus petite qui a 9 ans, qui s'appelle Elena. Et un petit garçon qui s'appelle Victor et qui a 2 ans et demi. Ça, ce sont mes enfants. Mes autres enfants, ce sont les comédiens avec qui je travaille, qui sont de grands enfants. Ils sont nombreux puisque je dirige avec mon épouse une compagnie qui s'appelle le Grenier de Babouchka. Et dans cette compagnie, il y a 80 grands enfants qui font du théâtre. Des comédiens, des techniciens, des décorateurs, tout ça. Et donc, avec cette grande famille qui est le Grenier de Babouchka, depuis 15 ans, on propose des spectacles. Exprès pour les montrer à nos propres enfants. Comme ça, mes enfants peuvent voir les spectacles. Donc, j'ai quand même Camille qui a 22 ans qui ne vient plus voir les spectacles pour les enfants. Mais de temps en temps, elle vient voir une répétition. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des spectacles pour enfants, et notamment avec le Grenier de Babouchka, je pensais souvent à elle. Je me disais, tiens, elle a vu ce spectacle, parce qu'il y a des spectacles qu'on joue depuis plus de 10 ans. Et quand elle était enfant, elle a vu un spectacle. Et ma fille, maintenant, Elena, qui a 9 ans, elle voit des spectacles que Camille a vu quand qu'elle avait le même âge qu'elle. Voilà. Souvent, je pense à ça. Je te remercie. La minute est passée. Ouf. Ça, c'est fait. Alors, je sais que tu as un rapport particulier avec le théâtre jeune public. Et je voudrais que tu nous en parles un petit peu, parce que c'est vrai que tu t'es beaucoup illustré dans le théâtre jeune public, avec Aladdin par exemple, et je voudrais que tu nous dises un petit peu d'où ça vient et pourquoi ça prend une telle importance dans ce que tu fais. C'est-à-dire la première opportunité, quand j'ai commencé à être metteur en scène, j'avais à peu près 29-30 ans, c'était de monter des spectacles jeunes publics. Et c'est vrai qu'en plus, je jouais pas mal de spectacles jeunes publics, et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Puis moi, c'est vrai que j'ai un amour des enfants assez fort, vu que j'en ai 3, et au-delà de ça, c'est que je suis l'aîné de toute une famille où il y a beaucoup d'enfants, des 2 côtés, les cousins et tout ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ça. J'ai été moniteur de centre aéré aussi. J'ai toujours aimé ce contact aux enfants, et puis j'avais envie de leur transmettre cette passion, ce jeu du théâtre. Donc c'est vrai que j'ai démarré pendant de nombreuses années pour une compagnie qui s'appelait Éclat Théâtre, qui est maintenant est fermée. Mais j'ai eu la chance de monter dans des très beaux théâtres, Saint-Martin, Hôtel Gymnase, au Comédien, des très beaux théâtres, des spectacles et de Molière, jeune public, pour le jeune public, et également des paroles de Jacques Prévert, les contes des Mille et une nuits. Et puis voilà, et à partir de là, j'ai aussi monté Alice au Pays des Merveilles, j'ai écrit aussi une adaptation, co-écrit avec Igor de Chaillet, l'adaptation de Zorro, Aladdin, qui joue depuis déjà plus de 10 ans maintenant, qui a été écrit au Théâtre des Variétés, qu'on joue au Théâtre du Palais Royal. Donc j'ai toujours gardé un lien, toujours avec le théâtre jeune public, tout en développant un théâtre tout public et de soirée, mais je continue à proposer des spectacles en matinée pour les familles et pour les enfants. Et pour toi, est-ce qu'il y a une approche différente dans le spectacle jeune public par rapport au spectacle tout public, on va dire, et là je parle principalement dans la mise en scène, ou même éventuellement dans l'écriture ou dans l'adaptation d'un texte, ou est-ce qu'on pourrait me parler de ça? Franchement, j'ai presque envie de répondre non. Je pense que je fais un théâtre assez enfantin, même quand il s'adresse à un public le soir. Je pense que je garde toujours un regard enfantin sur le monde. Je crée des spectacles qui sont presque comme des contes, même des contes modernes, même tragiques. Mais c'est vrai que je ne fais pas de différenciation. Je m'adresse à l'enfant qui est chez l'adulte et j'essaye, quand je vois un enfant, de ne pas lui mâcher le travail. J'essaye de ne pas me dire on va lui faire un spectacle avec l'interaction obligatoire, etc. J'essaie de raconter toujours une histoire. Moi, j'adore raconter des histoires. Que je prenne un auteur qui soit Molière ou que je prenne un auteur qui soit moi. J'essaie toujours de raconter des histoires et je ne calcule pas la façon dont je ne donne pas des directions en disant attention, c'est pour les enfants, donc ils vont pas, il faut bien leur mâcher le travail, etc. Non, non, je fais un spectacle pour toute la famille en fait.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'un de ces spectacles en particulier? Parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'entrer un peu dans les détails d'un spectacle et d'un travail. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment s'est passé la création de ce spectacle, peut-être pas de A à Z, mais qu'on en sache un peu plus sur comment tu as peut-être adapté l'histoire ou comment tu as écrit toi-même aussi peut-être les dialogues, je sais pas, ou que tu nous racontes. Pour quel spectacle? Pour Aladdin, par exemple. Alors, Aladdin, c'est une pièce que j'ai coécrit avec Igor de Chaillet. Et c'est vrai que on voulait toucher, c'est pour un grand théâtre. Quand tu fais du théâtre pour enfants, selon le projet, tu sais très bien que si tu vas jouer dans un 800 places, malheureusement, c'est que tu es presque obligé tout de suite d'avoir un titre accrocheur. Ça, c'est la loi. Moi, j'ai fait des spectacles en jeune public pour les plus petits lieux, mais il n'en a pas moins que quand tu es dans un grand lieu, c'est très difficile de sortir, surtout dans les théâtres privés, des grands titres ou de Disney, ou des grands titres de grands héros de la télévision ou du cinéma. Ça, c'est un fait. Et à partir de là, avec ces contraintes-là, ça te laisse un choix qui n'est pas énorme, tu essayes quand même de t'amuser et apporter ta patte. Donc, on a pris beaucoup de liberté, parce qu'Aladin n'appartient pas à Disney, c'est un conte des mille et une nuits, où la princesse s'appelle pas du tout Jasmine, elle s'appelle Badroul Boudour. C'est son vrai nom au départ. Badroul, c'est pas très sexy, un peu moins vendeur, pas très joli, voilà. Donc du coup, Disney, ils ont réadapté à leur façon le conte des mille et une nuits de Aladdin en l'appelant Jasmine. Nous, on l'appelait Yasmine dans l'histoire, et on a des personnages qui font penser et au conte des mille et une nuits, également à Aladdin de Disney, mais on s'est quand même vachement approprié l'histoire pour raconter ce qu'on a envie, en s'amusant avec ces personnages un peu mythiques déjà, ils sont déjà mythiques tous ces personnages-là, mais on a vraiment raconté une histoire originale qui est l'histoire qu'on avait envie de raconter. Donc quand on vient voir le Aladdin qu'on fait au Théâtre du Palais Royal, ce n'est pas un Aladdin la même histoire que Disney. Tu pourrais nous raconter un petit peu, parce que moi j'aimerais bien quand même, peut-être ceux qui nous regardent voudraient voir un peu les différences. Nous, au départ, ça démarre dans un désert, il y a une tempête de sable, il y a une mère avec ses deux enfants, il y a un chameau qui est englué dans le sable, il y a une tempête de sable, ils vont se cacher dans une grotte qu'elle connaît, elle dit il y a une grotte par ici, je m'en souviens, il y a un endroit où on peut se cacher, elle se cache et puis elle raconte, pour faire patienter ses enfants, elle leur raconte l'histoire d'Aladin. Un peu comme dans les Scheherazade dans les Mille et une nuits. Ouais. J'ai inversé, dans les Scheherazade, c'est une princesse qui parle au prince, qui raconte une histoire chaque soir, et elle est condamnée tous les soirs, mais elle arrive à donner l'intérêt de l'histoire en s'arrêtant à un endroit intéressant. Elle joue un peu à ça, la mère, dans cette histoire. On sait qu'à la fin, que c'est Yasmine, mais quand on voit l'histoire au départ, on part sur quelqu'un qui raconte à ses enfants l'histoire d'Aladin. Et on comprend au fur et à mesure de l'histoire, à la fin, que cette femme qui est là, elle raconte en fait sa propre vie, comment elle a aimé Aladin. C'est vrai que nous, on a vachement développé les valeurs l'important, c'est pas le titre qu'on a, c'est pas ce qu'on a, c'est pas le rang qui est important, c'est pas ce qu'on a dans le sang, mais ce qu'on a dans le cœur qui est important. Donc on essaye de démarcher des valeurs de tolérance, d'indulgence, en essayant de ne pas tomber dans le cliché, dans le cucu, c'est assez punchy. Il y a aussi de la musique sur scène, des danses, des effets spéciaux, tout ce qui fait partie dans une forme un truc un peu féerique que tu attends dans un spectacle comme Aladdin, avec 9 comédiens qui jouent 40 personnages, plein de costumes, tout ça. Mais on essaye de ne pas faire quelque chose de trop gnangnan. C'est pour ça que les adultes, ça leur plaît en général assez, qui ramènent encore leurs enfants, c'est qu'on fait un truc un petit peu qui essaye de dépoter, au niveau de l'état d'esprit, de l'humour aussi. D'accord. Est-ce que, moi ça m'intéresse toujours cette question de quand on met en scène, j'imagine que tu as mis en scène ces spectacles également. Oui. Donc quand on met en scène un spectacle qu'on a écrit, est-ce qu'il y a des moments où, quand on est en train de travailler la mise en scène, quand on est vraiment sur le plateau, on se rend compte qu'on doit modifier un petit peu dans le texte ou pas trop? Si, c'est ça qui est super. L'avantage quand tu montes une pièce de toi, là en l'occurrence que j'ai coécrit, c'est que tu te permets des libertés très rapidement. Il y a une vérité du plateau. Ouais. Un texte, quand tu l'écris, tu te dis, il me semble parfait pour être joué. Sinon, tu ne te permettrais pas de le démarcher. Tu dis, tiens, je vais me proposer un théâtre, donc je pense que c'est prêt. Et tu te rends compte souvent que dès qu'on est sur un plateau, la proposition des comédiens, quand ils jouent un personnage, puis tu te rends compte qu'il y a des endroits, il faut couper, parfois tu peux t'ennuyer, tu veux dire, tiens là, on va perdre le spectateur. Il faut toujours se mettre à la place du spectateur quand on met en scène. Enfin, moi, je fais toujours ça. Ouais. Je me dis, je suis spectateur, il faut que je fasse comme si je ne connaissais pas le texte. Quand je mets en scène, j'oublie complètement ce que j'ai écrit. Pour être vraiment objectif en disant, tiens, c'est parvenu, c'est pas. Parce que si tu sais tout par cœur, tu laisses passer des choses que tu. C'est ça le piège quand tu écris une pièce que tu mets en scène. C'est de déjà savoir tout, donc tu ne te rends pas compte qu'à tel endroit, tu penses que l'acteur a fait entendre quelque chose parce que toi tu le connais,
Mais celui qui ne connaît pas, il faut se mettre à la place du spectateur. Ouais, mais c'est pour ça que moi, ça m'a toujours paru compliqué, à la fois le travail du metteur en scène, mais aussi le travail du comédien, parce que j'ai l'impression que l'auteur et le comédien sont face au texte vraiment de côtés différents, quoi. Ils n'abordent pas le texte, c'est comme une montagne qu'ils aborderaient vraiment de deux faces différentes. Parce que l'auteur, évidemment, le texte vient de lui, donc comme tu dis, il a une vision, je dirais pas intellectuelle, mais quand même, littéraire de ce qu'il est en train de faire, alors que le comédien, en théorie, en tout cas c'est ce qu'on nous apprend un petit peu quand on apprend ce métier-là, le texte vient à la fin. C'est-à-dire que d'abord, on aborde le texte par le corps, par ce qu'on veut exprimer corporellement. Et je ne sais pas comment toi, si toi, tu as déjà ressenti ces choses-là ou comment tu les ressens. Mais pour moi, ça complique un peu. C'est un des défis, je trouve, de la mise en scène et même de jouer un texte qu'on a écrit. C'est qu'à un moment donné, il faut oublier l'auteur. Ouais. Donc je ne sais pas si toi, tu as été confronté à ça ou pas. Mais... Tout le temps, mais en même temps, c'est vachement passionnant parce que moi, c'est vrai que j'ai une tendance aussi à considérer que le metteur en scène est l'auteur du spectacle. Pour moi, les auteurs écrivent pour que les acteurs puissent jouer et les metteurs en scène mettent en scène un spectacle pour que les comédiens soient heureux de jouer devant les spectateurs. Pour moi, les deux pôles les plus importants au théâtre, c'est le comédien et le spectateur. Je dirais même c'est le spectateur avant tout. On fait du théâtre pour faire plaisir aux gens, sinon c'est pas la peine de faire du théâtre. Si tu fais du théâtre, c'est pour donner du bonheur, de l'émotion, du rire aux spectateurs. Donc le premier objectif, c'est quand même se dire on est utile pour le spectateur. Donc à partir de là, qui est-ce qui est en lien direct avec le spectateur? C'est pas le texte, c'est pas la mise en scène, c'est le comédien. Donc pour moi, l'auteur, il est là pour offrir au metteur en scène un regard, une matière qui permet après à l'acteur de jouer, au comédien de jouer. Donc c'est vrai que moi, quand je me prends en main en tant que metteur en scène, mais même mes propres textes, je décide que c'est moi le patron à ce moment-là. C'est-à-dire que d'un coup, c'est moi qui suis responsable de l'objet. Et donc l'auteur, il n'est pas là, il n'est plus là. Je vais essayer d'aborder le texte comme si ça avait été écrit par une tierce personne, pas par moi. Et à partir de là, je vais voir comment ça réagit par rapport à mes comédiens. Mes comédiens, ils ont des questions à poser. Alors c'est vrai que l'avantage quand tu es auteur et metteur en scène, tu te poses la question, ils me posent souvent aux deux, au metteur en scène et à l'auteur. Mais moi, j'essaie toujours que mes comédiens, j'essaie toujours de me concentrer. Quand je mets en scène, avant tout, c'est de mettre en relation des comédiens qui sont heureux d'être ensemble et qui racontent la même histoire ensemble et qui sont heureux d'être là pour partager avec le spectateur. Donc mon obsession, c'est avant tout le comédien, pour le spectateur. Ouais. Mais alors oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que officiellement, le metteur en scène est considéré comme un auteur. En tout cas, au regard de la SACD. L'auteur du spectacle, c'est le metteur en scène. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est l'auteur du spectacle, puisqu'il a choisi les éléments, les gens qui vont intervenir sur le décor, les costumes, les comédiens, la mise en place du spectacle et tout. Il y a l'auteur et l'auteur du spectacle. Ouais. C'est compliqué les deux, mais moi je sais que on dit toujours il faut toujours avoir une bonne pièce. C'est plus facile de travailler une pièce quand tu as un bon texte. Mais il n'en demeure pas moins que je trouve qu'on déconsidère souvent le rôle du metteur en scène. En France, surtout dans le théâtre privé, on ne se rend pas compte à quel point c'est un travail incroyable. Et souvent je dis ça serait bien que les spectateurs soient comme une petite souris qui viennent observer qu'est-ce que c'est que de mettre en scène. Les gens lambda, même les proches de ma famille qui ne connaissent pas trop les mécaniques du théâtre, mais qui y vont, n'ont pas idée une seule fois de ce que c'est que le travail du metteur en scène. Ils pensent que c'est quelqu'un qui a distribué des rôles et puis leur dit de rentrer à jardin, à cour, enfin, à gauche, à droite, et vous mettez devant, vous mettez derrière. Ils ne voient pas tout le travail de direction de jeu qu'il y a. C'est un endroit, c'est vraiment assez mystérieux. C'est quelque chose qui est très très peu connu des gens, même des journalistes. Souvent je discute, je me rends compte, ils ne savent pas ce que c'est de mettre en scène. Il faudrait qu'ils viennent faire 8 jours, que les gens qui ont envie de mieux connaître ça comprennent ce que c'est que le travail de metteur en scène. Et puis le travail de metteur en scène, c'est plusieurs mois. C'est des mois pour penser à la scénographie, au costume, le mois pour auditionner les comédiens, les lectures qu'on fait, les répétitions. C'est un travail de chaque instant. Donc c'est vrai, je trouve que c'est le métier le plus complexe à gérer. C'est difficile d'être metteur en scène. C'est dur d'être auteur, c'est dur d'être comédien, mais metteur en scène, c'est quand même un boulot où tu es à la fois chef d'entreprise et créatif en même temps. Ouais. Je pense même parfois que certains auteurs devraient endosser un petit peu le rôle de metteur en scène pendant une semaine pour voir, en tout cas pour l'avoir vécu, je le sais, c'est qu'on s'aperçoit parfois des lacunes de son propre texte, même quand on commence à le mettre en scène. Et c'est tellement deux langages différents, en fait, le langage littéraire, entre guillemets, donc vraiment l'écriture de texte, et puis tout à coup le langage de la scène, qui est un langage à part. Et une chose qui marchait sur le papier, tout à coup, marche plus sur la scène. Quoi. Et ça, c'est mystérieux. C'est pour ça que moi, je refuse que les auteurs, quand je monte un autre auteur que moi, je refuse qu'il soit présent dans la répétition.
Je ne le convoque que si j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de pouvoir être un peu indiscipliné par rapport à ce qu'il a écrit. Parce qu'il est tout le temps en train de te redire, mais j'écris ça pour ça. Tu ne te permets pas l'audace. C'est pour ça que j'ai monté beaucoup d'auteurs morts très longtemps. Molière, ils sont pas là. C'est vrai que tu deviens, parfois tu bouscules un peu ce qui est écrit. Tu te permets des choses. Si tu mets un auteur vivant, pendant tes répétitions face au comédien, le comédien est en train de jouer ce que le metteur en scène est en train de diriger, mais il regarde toujours est-ce que l'auteur, est-ce qu'il est satisfait ou pas. Tu ne peux pas à ce moment-là avoir les deux en même temps. Moi, j'ai beaucoup de respect, je monte encore des auteurs qui sont vivants, mais je leur demande de ne jamais être présents aux répétitions. Sauf, peut-être, je lui dire, viens, 10 jours avant, viens voir. Et après, comme ça, j'échange avec lui. Mais je ne lui demande pas d'être derrière les comédiens. À la lecture, souvent, il est là, parce qu'il explique pourquoi il a écrit ça, etc. C'est très intéressant pour les comédiens d'avoir l'auteur au départ. Mais dès que tu prends la mise en scène, il faut que l'auteur accepte de se dire que tu as accepté de donner cette pièce à cette équipe-là. Et cette équipe-là, il y a un commandant, c'est le metteur en scène, et il y a les soldats, les guerriers, qui sont les comédiens. Et là, ensemble, on s'en empare, et on se permet de... Oui, on est en première, ils sont en première ligne, les acteurs. Mais on se permet, tout d'un coup, de dire à l'auteur, fais-nous confiance, laisse-nous désobéir un peu. Si on a un problème, on te pose une question. Si on sent qu'on se perd, on parle avec toi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien que l'auteur intervienne très très peu à partir du moment où je répète. C'est marrant parce que ce que tu dis, moi, je le ressens parfois même par rapport à des auteurs morts. Où tu sais, tu lis un texte et il y a des didascalies en s'agenouillant. J'ai envie de dire à l'auteur, on ne sait pas, peut-être qu'il va s'agenouiller, mais... Je ne lis jamais les didascalies des pièces. Je les lis, la première fois où je les lis, parce qu'elles font partie il y a des didascalies d'auteurs qui me permettent de mieux comprendre, mais je les oublie complètement quand je travaille. Quand je décide de monter les fourberies de Scapin, je la relis, j'avais lu à l'école comme tout le monde, mais je le relis une fois, et après, pendant les 6 mois où je vais cogiter dessus, me mettre à travailler dessus, je ne relis plus jamais la pièce. Pour être spectateur de tout, et je ne relis aucune didascalie. Donc à partir de là, je dis, on y va, j'écoute. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux absolument pas me laisser influencer, je veux m'approprier la mise en scène. Alors, si ça ne te dérange pas, on va faire une petite pause musicale. Bien sûr. Alors, tant mieux, j'adore la musique. Ah, voilà, donc tu as choisi trois musiques, 3 chansons différentes. Je pensais qu'on pourrait commencer avec Alain Souchon. Ah, oui. Voilà, donc Sous les jupes des filles. Oui. C'est presque de saison. C'est du vécu, ouais. Bon, et ben on écoute. Tu dis de saison parce qu'il fait bon, mais c'est vrai que je suis un fan d'Alain Souchon. D'accord. Donc c'est vraiment une de mes idoles, hein, et c'est vrai que dès que je fais une émission, on me demande des titres, il y a toujours une chanson d'Alain Souchon. D'accord. Je voudrais qu'on parle un peu justement du processus de répétition. On en parlait un petit peu pendant qu'on écoutait la chanson, mais je voudrais que tu en parles maintenant, savoir un peu comment tu travailles concrètement quand les comédiens sont là sur le plateau et comment ça se passe. Moi, quand j'aborde les répétitions, c'est vrai que je dis un mot d'ordre que je dis toujours à mes comédiens, c'est que les comédiens qui sont sur le plateau en train de travailler la scène avec moi, ils ont le droit de discuter, de proposer autre chose, d'exprimer des doutes, des propositions, il n'y a aucun problème. Et je ne veux qu'il n'y ait jamais personne qui intervienne dans la salle. C'est-à-dire que si j'ai 8 comédiens dans un spectacle, j'en ai 5 sur scène et 3 dans la salle, je demande à ce que personne intervienne parce que moi, je suis sur un processus de création. J'ai pas envie qu'on me sorte de ce processus-là. Parfois, je peux interroger quelqu'un en disant « Vous en pensez quoi ?» mais je veux que personne intervienne. Quand tu es metteur en scène, si tout le monde commence à donner son avis, « Ah, on peut essayer ça », ça devient pour moi n'importe quoi. Donc, ce qui est important, c'est beaucoup de liberté aux comédiens sur le plateau et beaucoup de liberté aux metteurs en scène dans la salle, d'essayer de discuter, d'échanger et de voir avec ces comédiens sur le plateau. Ça, c'est la première règle. Et parfois, je dis à ceux je leur dis, si dans 10 jours, vous avez vu que j'ai laissé une scorie, quelque chose qui vous choque, etc., vous pouvez me le dire discrètement. Mais là, laissez-moi le temps de digérer ce que j'ai envie de voir. Il y a des choses que tu vois, tu sais que ça ne marche pas pour l'instant. Mais tu t'y attaches pas. Tu décides de t'attacher à quelque chose, tu ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, quand je mets en scène, il y a des choses, je vois, je me dis, on pourra les améliorer plus tard. Mais si quelqu'un intervient en disant, oui, mais là, c'est bizarre, il y a un trou de rythme. Mais non, oui, mais je le sais. On va te dire, oui, mais le temps que tu t'expliques pour dire, je sais, il y a un trou de rythme, mais je sais, que ça. Et tu perds du temps, tu te justifies, tu perds des minutes, les minutes sont chères en répétition parce que tu as besoin d'être efficace. Et surtout, tu perds ton idée que tu as au départ quand tu mets en scène ce moment-là, quoi. Donc, moi, je suis assez autoritaire par rapport à ça. Par contre, un acteur a beaucoup de liberté de proposition à partir du moment où il est sur le plateau. D'accord. C'est comme si l'espace de répétition en fait était un peu un espace à part et que tu me disais tout à l'heure quand on était hors antenne que oui, après la répétition
je sais pas, autour d'un verre, Oui. on peut tout à fait discuter avec les comédiens, et enfin tu peux discuter avec les comédiens, ils peuvent faire part de Bien sûr. leurs réserves et tout, parce que c'est un autre espace en fait. Il y a deux espaces distincts, quoi. L'espace de création et. Il faut que tout le monde respecte l'inspiration de chacun. Ouais. Donc je respecte la proposition que peut faire un comédien sur son personnage, mais il faut aussi qu'il puisse respecter le fait que moi j'ai une immersion dans mon parcours, comment je vois le spectacle, comment je vois les choses. Donc j'observe pas forcément les mêmes choses qu'à un moment précis. Donc moi simplement je veux qu'on me laisse ma bulle d'inspiration, et on peut intervenir plus tard, voilà, quand on va boire un coup après, on peut discuter, échanger, pourquoi. Mais c'est vrai que sur ce moment-là, moi je suis dans un processus de création, je dois être pas perturbé, comme quand j'écris. Moi je m'isole complètement quand j'écris, je peux écrire nuit et jour, j'écris très très vite, mais j'écris à foison, je peux passer 22 heures sur 24 à écrire, non-stop sur le clavier, sans arrêt, et j'essaye de me couper complètement de l'environnement extérieur. Par contre, je fais partie des gens qui écrivent et qui font beaucoup lire à des gens de confiance, à des amis, à des comédiens, des gens différents. Je fais beaucoup lire mes versions et j'accepte les critiques et les retours. Au contraire, j'en ai besoin. J'aime les critiques parce que je pense que c'est très important. On n'est rien tout seul. On a besoin des autres en permanence. Des gens qui te critiquent, des gens qui travaillent avec toi. Tu n'es rien sans les autres. Si tu ne comprends pas que tu n'es rien sans les autres, que tu n'es jamais un génie, que ce n'est pas toi qui va éclore d'un spectacle, tu as besoin de tout le monde, pour moi, tu as tout perdu. C'est un métier de collectif. Et si tu n'as pas accepté, tu as trop d'ego pour ne pas accepter le regard des autres et les critiques des autres, je pense que tu n'as rien compris. Parce que le plus important au théâtre, c'est le spectacle. Ce n'est pas celui qui l'a mis en scène, celui qui le joue, c'est le spectacle. Donc il faut savoir écouter et entendre. Mais il y a un moment pour ça, et un moment qui est plus difficile. En tout cas, chez moi, je sais que j'aime beaucoup qu'on me critique et qu'on me remette en question. Et c'est super passionnant d'être remis en question. Si tu as l'impression que tu traces ta vie en ayant toujours raison. Donc moi, je suis hyper content d'être remis en question. Mais il faut savoir le faire pour que je ne perde pas non plus mon inspiration. Ouais. C'est une des qualités les plus précieuses, il me semble, c'est de savoir s'entourer, des bonnes personnes. Et, pour moi, le metteur en scène, franchement, s'il a réussi déjà sa distribution, et puis même celui qui a fait les costumes, tous les gens qui ont les décors, les lumières, la production aussi, ça part de là. Hein. Les producteurs avec qui tu travailles, les théâtres où tu vas jouer, en fonction de tel projet, tous ces choix, de A jusqu'à Z, c'est capital. Donc je pense qu'un spectacle est déjà presque gagné quand tu sens que tu as la bonne équipe autour. Ouais. Moi j'ai toujours vécu ça comme ça. Et les spectacles que j'ai montés, Adieu Monsieur Hoffman, j'ai décidé de le monter, on l'avait créé à Avignon, d'attendre 2 ans pour le jouer à Paris. Il y a eu beaucoup de propositions de théâtre assez grands, prestigieux, sur des horaires à 19h et non pas à 21h, dans des grands théâtres. Et moi j'ai préféré aller dans le plus petit qu'on nous a proposé, au Petit Montparnasse. J'ai dit, je préfère jouer à 21h au Petit Montparnasse, et si ce spectacle doit avoir du succès, bah, ça voudra dire qu'il pourra monter dans un théâtre plus grand. Je n'ai pas voulu commencer tout de suite dans un grand théâtre, alors qu'on nous l'avait proposé. Il faut savoir faire les bons choix par rapport au projet, sentir les choses, tout se discute, une affiche, tout ça. Donc moi, c'est vrai que quand je monte un spectacle, j'essaie d'être concentré sur tous les corps de métier. Oui, c'est un petit peu comme dans le vaudeville à l'ancienne, à l'américaine, où effectivement les comédiens, les troupes de vaudeville commençaient par aller jouer dans tous les petits théâtres en fait, du pays, avant de s'attaquer à Broadway, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est une bonne philosophie de beaucoup jouer, d'abord jouer, et même si c'est des petites salles. Il ne faut pas être snob. Je pense qu'il faut arrêter d'être snob. Parfois, on voit les lumières qui arrivent tout de suite. Bon, moi, j'ai eu la chance d'écrire Hoffman à un moment où j'avais 49 ans quand je l'ai mis en scène. J'avais presque 50 ans. 48 ans, je sais pas. C'est important chaque année. À partir de 45 ans, chaque année est important. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'expérience, je pense, à ce moment-là, pour ne pas foncer tête baissée dans le premier théâtre où on te dit de jouer, en plus des théâtres que j'adore, hein, tous. Mais il faut savoir trouver le bon théâtre pour le bon projet et s'entourer des bonnes personnes. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, déjà quand tu as trouvé tes comédiens, ton équipe, tu peux partir avec elle, je dis souvent, c'est un peu guerrier, mais tu vas à la guerre avec ces gens-là. Moi, c'est comme je joue des spectacles qui se jouent souvent sur plusieurs années, notamment les classiques, puisque les classiques, il y a certains que je joue depuis plus de 10 ans. La barre, ça fait 11 ans qu'on le joue. Tu te dis qu'il faut avoir des équipes très fortes qui savent vivre ensemble et qui sont toujours heureuses de jouer pour les spectateurs. Tout ce que je dis à mes comédiens toujours, c'est qu'il faut que vous jouiez chaque représentation comme si c'était la dernière. Il ne faut pas que ce soit une routine. Et à partir de là, quand tu t'entoures de gens qui ont cet état d'esprit, d'être bien ensemble, ils font plaisir, envie de faire plaisir aux spectateurs, tu te sens en sécurité en tant que metteur en scène. Alors, puisque tu as
mentionné Adieu Monsieur Hoffman, je voudrais que tu nous en parles, euh, de l'écriture, aussi de la mise en scène, de comment est né un peu ce projet-là. C'est vrai qu'à force de mettre en scène des jeunes publics et des grands chefs-d'œuvre du répertoire classique, j'ai envie de. J'avais déjà fait des adaptations, donc notamment pour le jeune public. J'avais aussi écrit deux pièces, dont une coécrite avec mon épouse, avec Charlotte Matzneff. Et j'ai pris du plaisir à écrire ces pièces, mais j'ai tellement débordé par mon travail de metteur en scène que je ne m'étais pas octroyé l'idée d'être auteur, d'essayer d'être auteur. Et c'est vrai que j'ai eu une forme de défi comme ça, arrivé voilà, près de la cinquantaine, à me dire ben, je vais quand même essayer. J'aimerais bien quand même ne pas mourir sans avoir écrit une pièce, une histoire originale que je vais inventer. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc du coup, j'ai écrit Adieu Monsieur Hoffman. Je me suis isolé ensuite. J'avais la chance de. Je parle de ça parce que moi, je crois beaucoup aux énergies, aux rencontres, aux bonnes ondes, etc. Et c'est vrai que j'avais mis en scène dans une pièce de Jean Hanneux qui s'appelait La Belle Vie, Annie Chaplin, qui est la dernière fille de Charlie Chaplin. Je l'ai vu à Avignon. Voilà. Ah oui, tu l'as vu à Avignon, donc. Ouais. Et c'est vrai qu'Annie, c'est quelqu'un que j'aime énormément, très généreuse. Et elle m'a dit, quand je voulais écrire une pièce, elle m'a dit si tu veux, je te prête mon appartement, un très bel appartement face au lac Léman qui est à Vevey, donc en Suisse, près de Lausanne. Et du coup, c'est l'appartement des Chaplin, enfin, c'est le sien. Et dedans, tu as plein de photos extraordinaires de Charlie Chaplin, notamment avec ses enfants, des choses très intimes. Tout d'un coup, on te donne les clés de cet appartement et tu le prends avec comme une forme de cadeau. Et c'est vrai que je raconte cette anecdote souvent, mais c'est tellement vrai. Je me mettais toujours avec mon ordinateur sous une photo où il y avait Charlie Chaplin avec Annie qui avait un an et demi dans ses bras. On le voit avec son sourire, il me regardait comme ça. Et à chaque fois que je manquais d'inspiration, je relevais la tête, je dis donne-moi du génie, donne-moi des idées. Enfin, je les regardais tous les deux, donc je suis quand même chez les Chaplin, quoi. Ouais. À Vevey, dans sa ville et tout. Je me dis, allez, c'était une force. Et dans cette force de joie, de vie, de création dans laquelle je me régalais, il y a eu de la tragédie. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo qui ont eu lieu dans cette même période. Et de l'épicerie cachère. Pas cachère, pardon. Oui, l'épicerie cachère. Je m'y perds. Et c'est vrai que cette tragédie est arrivée en même temps que j'étais dans ce bonheur de création. Et c'est vrai que je pense que ça a influencé aussi à ce moment-là mon écriture, mon émotion. J'étais complètement à vif. Et puis il y a des gens qui ont été tués que je connaissais, puisque voilà, dans ma famille, des gens avec qui j'ai vécu, ils ont travaillé à Charlie Hebdo. Et ce sont des gens que j'ai plus ou moins fréquentés. Mais parmi les victimes, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai déjà mangé, bu un verre, discuté. C'est des gens que je connaissais pour certains d'entre eux. Et il y a aussi des rescapés avec qui je suis très ami, notamment. Donc je vois la vie qu'ils ont aussi actuellement. Donc mais c'est vrai que j'ai vécu ça de plein fouet en écrivant Hoffman. Ce bonheur d'être chez les Chaplin face à un des plus beaux lacs du monde. Et cette tragédie qui touchait la France, et en plus de la France, la liberté d'expression, et Charlie Hebdo, qui étaient des gens que je connaissais. Donc c'est vrai que je pense que tout d'un coup, il y a des signes qui arrivent, et ils viennent tout d'un coup t'ouvrir une brèche, une voie émotionnelle, qui peut-être t'aide, malheureusement, parfois des malheurs t'aident dans ton comportement d'auteur. Et c'est vrai que je sais que j'ai été influencé aussi par ça. Ouais, ça, c'est aussi un sujet qui me passionne, ce qu'on entend souvent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup entendu des auteurs dire qu'ils ne pouvaient écrire que quand ils étaient soit tristes ou soit heureux, selon à qui on parle. Et j'ai jamais vraiment bien cerné le lien qu'il pouvait y avoir entre une activité créatrice, quelle qu'elle soit, et l'état d'esprit dans lequel on peut être à un moment donné. Et je prends toujours cet exemple-là, où l'exemple de Mozart, qui, l'année de la mort de sa mère, a écrit de ses musiques les plus lumineuses, en fait. Donc j'ai l'impression que ça prouve qu'il n'y a pas un lien direct quand même, mais en même temps, je sais que pour moi, c'est vrai que si je suis dans un certain état de mélancolie, on va dire, ça favorise quand même l'écriture. Alors je sais pas pour toi si c'est un peu comme ça ou si. Oui. Moi, ce sont les tragédies de ma vie personnelle qui m'ont donné la force et l'inspiration. C'est un peu terrible de le dire, mais si je constate vraiment pourquoi tout d'un coup je mettais en scène une pièce par an et que tout d'un coup j'en ai mis 7, 8, chaque mois je recrée un spectacle que j'avais envie, c'est venu d'une tragédie personnelle. Voilà, j'ai ouvert, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de cette tragédie,
ça a développé chez moi un investissement, ça a décuplé mes forces. Mes forces de travail, mes forces émotionnelles, mes forces de générosité, d'admiration pour ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est terrible, c'est le malheur dans ma vie qui m'a donné cette force de travail. Ouais. Et si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas été l'homme que je suis, qui est bien ou pas bien, mais en tout cas cette force. Et je l'ai eu, elle a été aussi liée à Charlotte, mon épouse, qui est quelqu'un qui est un être très puissant au niveau émotionnel et amoureux. Et du coup, ensemble, on a vraiment une force, on a déplacé des montagnes. Et si on n'avait pas vécu ces malheurs-là, on n'aurait pas réussi à faire ça. Donc c'est terrible comment tu trouves une forme de jubilation à la création, mais il a fallu passer par une ouverture du... Ouais. Voilà. Donc moi, j'écris à cœur ouvert. Hein. Quand j'écris, j'ai Skinex à côté. Ça me fait un bien fou. J'adore ça. Mais je pleure, je refais des répliques. Je suis dans un état qui est un petit peu... je vais dans autre chose. Il y a tout qui sort, quoi. Alors pour revenir à Monsieur Hoffman, est-ce que tu pourrais nous en donner un petit peu le pitch, parce que bon, c'est une pièce qui se joue, donc peut-être que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, vont aller la voir. Ouais, ben, donc ça joue au Théâtre de l'Œuvre en ce moment. Très beau théâtre dans le 17e, je crois. Oui, peut-être pas 17e, si je crois que c'est 17e. Je t'avoue que ça m'échappe. C'est entre Place de Clichy et la gare Saint-Lazare. Et un théâtre magnifique, donc on joue à Monsieur Hoffman. Donc c'est une pièce qui... le pitch de départ, c'est on est en 1942, au moment où l'étoile jaune est décrétée pour les Juifs, donc qu'on les reconnaisse, les stigmatise. Et il y a un bijoutier juif, ça s'appelle Joseph Hoffman, qui sent que ça sent pas bon, et il fait fuir ses 4 enfants et son épouse en Suisse, à Genève, le temps que ça se calme. Et il propose à son employé, qui est catholique, français, enfin, qui n'est pas du tout juif, de reprendre à son nom la boutique et de prendre le risque de le garder, de le cacher dans sa maison, dans sa cave, le temps que ça se calme. Voilà. Et l'employé accepte de prendre le risque de cacher son patron à une seule condition, c'est que son patron fasse un enfant à sa femme, parce que la femme de l'employé l'employé est stérile, pas sa femme. Donc il dit à Hoffman, je veux bien prendre le risque de m'occuper de votre boutique, mais je voudrais que vous nous fassiez un enfant, parce que nous on rêve d'avoir un enfant. Donc à partir de là, se crée une situation un peu loufoque dans cette maison, et qui amène sur des événements que je ne vais pas... Mais voilà, ça part de ça. D'accord. Donc il faudra aller voir la pièce pour savoir la suite. Voilà, exactement. Je te propose de faire notre deuxième petite pause musicale. Il y avait Bashung, et il y avait aussi, que je ne me trompe pas, je ne sais Mon plus. frère. Exactement, ton frère qui est. S'appelle Daguerre. S'appelle juste Daguerre. Ouais. Voilà. Alors, je te propose d'écouter ton frère en dernier, hein, puisque le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, et qu'on écoute Alain Bashung. Donc, tu as choisi. J'ai choisi, alors, mais je sais plus. J'aime tellement aussi Bashung. On m'a vu dans le Vercors. Non, écoute, je sais pas. Je les aime tellement toutes. J'en ai choisi une, mais je sais plus parce que tu m'as demandé quelle chanson. C'était il y a quelques jours, donc. Et ben on l'écoute. On aura la réponse comme ça. C'est bien ça. Voilà. Moi, j'ai le problème avec les titres. Voilà. Donc on a tous les deux séché, donc tout va bien. Alain Bashung. Donc, je voudrais qu'on parle un petit peu, parce qu'on a parlé beaucoup de mise en scène et aussi d'écriture, mais qu'on parle aussi de ton métier de comédien, parce que tu as commencé par là. Donc, je voudrais un petit peu que tu nous racontes comment tu es tombé là-dedans, et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un jour, un comédien décide de mettre en scène, ce qui n'est pas le cas de tous les comédiens. Moi, je sais que j'ai des amis qui me disent, des amis comédiens qui me disent, moi, j'ai aucune envie de mettre en scène, j'ai pas du tout ce désir-là. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a envie de ça? Alors, dans l'ordre. Moi, je voulais être comédien parce qu'à l'école, je sentais que je faisais marrer mes copains. Quand je faisais une poésie, ou quand je jouais un extrait de Molière, Le médecin malgré lui. Dès que j'ai intégré un club théâtre grâce à des profs passionnés, des profs de français passionnés, qui m'ont fait aimer le théâtre avec ça, comme ça, du coup je me suis dit tiens c'est super de jouer, de se déguiser, tout ça. Donc j'ai fait tout mon collège comme ça. Après j'ai un peu abandonné au lycée. J'ai eu un moment j'ai fait une pause et puis j'ai repris en terminale. Et j'ai retrouvé goût à ça à un moment de ma vie où au niveau scolaire j'étais pas très très bon. J'ai un peu lâché l'école à partir de la fin du collège. Je ne t'expliquerai pas pourquoi, mais c'est vrai que j'étais un élève assez brillant avec un an d'avance. Et à partir de la troisième, j'ai un petit peu tout lâché au niveau du travail. Donc du coup, ça s'est ressenti dans mon niveau scolaire. Donc j'ai eu
Je passais péniblement jusqu'au bac. Au bac, je l'ai redoublé. Je l'ai eu au rattrapage à un point près. C'était pénible. Je ne réussissais pas mes études. Et je sentais que j'avais encore ce talent de jeu, etc. Je m'étais toujours gardé dans ma tête en me disant, si j'arrive pas à faire des études, je pense que j'aimerais bien être comédien. Au fond de moi, j'avais toujours envie d'être comédien, je pense. Et c'est vrai que je suis rentré au Conservatoire de Bordeaux en même temps que je suis rentré à la fac de Sciences Éco. Et parce que, évidemment, quand tu as 18 ans, on te dit c'est bien, passe ton bac d'abord et après quand même essayer de faire des études, parce que c'est un métier qui est tellement. C'est pas facile de gagner sa vie avec ce métier. Et mes parents voulaient que je fasse des études, mais c'est vrai que je me suis fait virer au bout de 3 mois de la fac de Sciences Éco de Bordeaux par les élèves. Parce que j'étais tellement imbécile dans les amphis, à faire des imitations, des trucs, qu'ils n'en pouvaient plus, ils n'arrivaient pas à bosser. Donc ils sont arrivés à 30 une fois, ils m'ont dit, si tu n'as pas envie d'y arriver là-dedans, n'empêche pas les autres de bosser. Donc je me suis fait virer par les élèves. C'est rare. Mais c'est vrai. Et du coup, je dis, oh putain, il faut quand même que je me... Et du coup, je me suis concentré sur le théâtre. Mais sur le théâtre, j'ai toujours été en dilettante. J'étais quelqu'un d'un peu... je jouais d'un... Ça a été un peu facile, un peu trop vite pour moi. Je suis devenu intermittent très jeune grâce à une série télé. Je suis monté à Paris à 19 ans, j'avais jamais vu Paris de ma vie. J'ai quitté le Conservatoire de Bordeaux parce que mes parents étaient mutés, mon père était muté sur Paris. Moi, je suis resté vivre 1 an à Bordeaux dans ma chambre de bonne pour aller faire mes cours de théâtre. Je trouvais ça super, j'étais libre, je vivais dans 7 mètres carrés. Mais j'étais content parce que je faisais du théâtre et c'était sympa. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu la chance d'intégrer une série télé qui m'a permis de faire ce métier en professionnel, mais presque un peu trop tôt. Donc tout d'un coup, c'était assez facile, puis je tournais pas mal. Je vivais ça comme un métier peinard, c'est sympa, on gagne plutôt correctement sa vie, on n'a pas besoin de trop bosser. J'étais un petit peu... j'aimais bien sortir, j'ai vécu la nuit, je sortais tous les soirs. De 20 à 30 ans, on m'appelait l'oiseau de nuit, je me surnommais. J'allais au théâtre ou voir des concerts, des trucs de danse. Je me suis nourri de culture parisienne le soir et je faisais toujours des afters avec les artistes. Ou ailleurs, je finissais à 4-5 heures du matin et je me levais à midi. Sauf quand je tournais à la télé ou au cinéma, je me levais tôt. Mais j'ai une vie où j'emmagasinais toutes ces émotions des soirées parisiennes artistiques. J'avais un groupe de rock aussi qui s'appelait les Facessis. Donc j'étais comédien, chanteur d'un groupe de rock. Et de 20 à 30 ans, j'ai emmagasiné tout ça, ces émotions, ces rencontres, ces parcours. Et je m'en suis servi, c'est ça qui m'a rendu. Je suis devenu metteur en scène grâce à ça. Et presque plus grâce à la scène rock. Parce qu'à la scène rock, j'avais un groupe où j'étais un peu le leader de l'organisation. J'étais un chanteur, on était 2 chanteurs à l'époque d'ailleurs. Mais un groupe de 10 musiciens, il y avait la section cuivre, il y avait tout. C'était quand même beaucoup de boulot. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, même si ce n'était pas facile, à vivre ces émotions de chanteur et cet état d'esprit du groupe de rock qui va faire des concerts. Et c'est dans ces soirées, j'avais des êtres assez qui composaient le groupe, des gens très originaux, très créatifs. Et du coup, ils m'ont vachement aidé à avoir une vision artistique. Je l'ai même presque plus trouvé dans la scène rock qu'au théâtre avec les profs que j'avais. C'est vrai que je quittais les cours très vite. Voilà, j'ai fait des stages vraiment exceptionnels avec Camilla Saraceni, où j'en ai fait 4, qui m'a fait regarder les acteurs différemment, qui m'a fait envisager les acteurs différemment. J'ai fait aussi, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle Jean-Marie Broucaré, le Théâtre des Chimères à Biarritz, avec qui j'ai travaillé ensuite, et avec qui j'ai fait des stages. Et tout d'un coup, ces gens-là m'ont ouvert une vision du théâtre et différente. Mais c'est vrai que l'expérience de l'organisation de mes concerts, où on faisait venir plein d'artistes, on faisait venir plein d'invités. Je faisais toujours des premières parties avec des invités issus de milieux archi différents. Ce qui fait que les publics qui venaient se mélangeaient. J'ai fait venir des rappeurs, à l'époque il n'y avait presque pas de rap. Des mecs faisaient des performances, des chanteurs d'opéra. J'ai fait vraiment des trucs, et nous on faisait un groupe de rock, mais on faisait venir des artistes différents. Et tout d'un coup, leurs copains venaient aussi. Donc j'appelais ça des auberges espagnoles. Donc j'organisais beaucoup d'auberges espagnoles dans des salles à Paris. Et ça m'a donné goût à l'organisation, etc. Et du coup, ce phénomène d'être chanteur, comédien, j'ai eu envie de faire des mises en scène. Par contre, jamais, quand j'étais comédien ou chanteur, j'ai imaginé une seule fois d'être metteur en scène. C'est venu comme ça. L'opportunité est venue comme ça. Et j'ai réussi, grâce à une série de concerts, un peu des concerts-spectacles, à convaincre un producteur de me faire confiance pour faire une mise en scène. C'était tu te rappelles la pièce? Ah oui, c'était Paroles de Prévert. Moi, j'étais fan de Jacques Prévert. Donc j'ai adapté les poèmes de Jacques Prévert avec des musiques originales qu'avait fait Philippe Grivel, qui était le leader des compos du groupe Les Facessis. Et je me suis lancé c'était au Théâtre du Gymnase pour la compagnie Éclat Théâtre. Et on a joué ça pendant 2 ans. C'était ma première mise en scène. À partir de là, j'ai tout de suite compris que j'adorais faire ça. D'accord. Et je pense aussi que pour être metteur en scène, c'est très dur d'être metteur en scène si on n'a jamais été comédien. Je ne vois pas comment on peut être metteur en scène professionnel
sans avoir eu aucune expérience de la scène. Je ne vois pas comment on peut diriger. Il faut connaître les comédiens, il faut savoir ce que c'est que de monter sur scène, d'appréhender les spectateurs, d'appréhender un texte. Je suis très étonné quand je vois des metteurs en scène qui font une grande carrière de metteurs en scène en n'ayant jamais eu aucune expérience du plateau. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Très très peu. Si on prend la liste des metteurs en scène qui ont marqué l'histoire du théâtre français ou mondial, on se rendra compte souvent qu'il y a quand même une expérience du plateau de la scène. Ouais, ouais. Alors c'est ce que tu dis, sûrement, en tout cas, parle beaucoup enfin, me parle beaucoup parce que le concept un peu de cette émission-là, il me suffit de passer le pont, c'est évidemment de mettre des liens entre les formes d'art et on appelle ça la transversalité maintenant, c'est un grand mot, mais et c'est vrai que de passer par la musique, passer par jouer dans une série, et puis après faire de la mise en scène, tout ça c'est très interconnecté. Et je suis heureux que les enfants de l'hôpital, les jeunes de l'hôpital puissent entendre ça venant de toi, parce que pour moi, c'est une des transmissions les plus importantes qu'on peut leur faire, c'est de leur montrer il y a des portes qui claquent ici, parce qu'on est en plein espace en direct. Voilà, c'est du fait d'eau, les portes qui claquent. Oui, je trouve ça très précieux de transmettre ça, de transmettre que en fait, les choses se complètent, les choses se nourrissent les unes les autres, et qu'on peut tout à fait développer tout à coup un amour de la scène, de la mise en scène, avoir un désir de mise en scène qui vient parce qu'on a été confronté à un groupe de rock ou à l'organisation à des rencontres. Ouais. Et le métier artistique, c'est un métier qui demande ça, j'ai l'impression. Moi, on m'a toujours reproché pendant 10 ans de faire trop de choses. T'es chanteur, t'es comédien, tu fais quoi? T'es metteur en scène, Mais je dis, mais moi, je veux tout faire. Même quand j'ai fait mes premières mises en scène, je faisais des éclairages. Pendant 15 ans, j'ai fait toutes les lumières de mes spectacles. J'avais envie de goûter à tout. J'étais un peu multiple et tout le monde me le reprochait. Ils disent, tu veux réussir, il faut que tu choisisses. Moi, je voulais pas choisir. J'avais envie de chanter, j'avais envie de fréquenter des musiciens, des danseurs, j'avais envie de ces émotions différentes. Puis moi, j'étais quelqu'un qui avait eu un échec scolaire. J'ai eu 3 en français au bac, 3 sur 20. J'ai eu un Molière d'auteur, enfin, c'est vraiment le syndrome Guy de Graine, quoi. Je dis ça, mais c'est vrai que, comme quoi, tu vois, j'ai quand même 3 sur 20 au bac en français. J'ai eu un Molière de l'auteur contemporain. Tu te dis, waouh, c'est pas un problème de revanche. Ça veut dire qu'il faut prendre ce qu'on a autour, selon moi. Il faut écouter, observer, se remettre en question. Mais il y a une ligne, une petite voix dans ta tête qui te dit que parfois il faut l'écouter, cette petite voix. Et moi, j'ai écouté beaucoup, mais j'avais une petite voix qui me disait, va au bout de ce que tu sens. La vie, c'est quelque chose, on trace un chemin, et dans ce chemin, tu as besoin des autres pour t'influencer, mais il y a une petite voix en toi, dans ton cœur, dans ton ventre, qui t'amène cette émotion, et tu te dis, ne la perds pas. Ne perds pas pourquoi tu fais ça, et comment tu as envie de le faire. C'est bien d'être influencé, mais je pense qu'il faut garder un chemin, il ne faut jamais se décourager. Oui, j'ai l'impression qu'on demande beaucoup aux artistes actuellement de se définir eux-mêmes. En fait. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est une mode où c'est des questions qu'on pose souvent aux artistes, et pas seulement aux artistes d'ailleurs. Voilà, vous vous considérez comme quoi? Comment vous vous définissez? On dirait qu'on est une espèce d'article de dictionnaire en fait. Voilà, il faut qu'on puisse dire à notre nom, qu'est-ce qu'on met? On met auteur, voilà. Jean-Philippe Daguerre, auteur, metteur en scène, comédien. Moi, je pense que je suis juste Jean-Philippe qui essaye de raconter des histoires aux gens avec des outils que j'ai appris et essayer de le faire bien. Et tant qu'on me fait confiance, que les gens viennent voir mes spectacles, que les gens produisent mes spectacles, j'aurais toujours envie de le faire. Mais je ne réfléchis jamais. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit longtemps. Je ne me laisse pas la possibilité de réfléchir longtemps. C'est comme ça. Quand j'écris, je ne réfléchis pas au sens que je donne. J'écris. Et le sens arrive souvent avec les spectateurs, ou les critiques, ou les gens, même les comédiens, quand ils s'emparent du texte, ils disent « Ah, je me rends compte en fait du sens que j'ai donné souvent grâce aux éléments extérieurs. » Je ne suis pas en train de réfléchir. Moi, je suis en train de me dire « Allez, je fais un truc, je sens. » J'ai fait beaucoup confiance à mon émotionnel et à mon inspiration. Et après, il y a des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont bien. J'essaie de ne pas... je ne fais pas une démonstration intellectuelle. Moi, je ne me considère pas comme un être intelligent. Je suis un être je suis très peu cultivé. J'essaye en vieillissant de me cultiver. J'ai eu la chance de me cultiver grâce au théâtre classique, alors que je n'avais jamais lu une pièce classique. Et j'avais envie de réunir du monde sur scène. Qu'est-ce qui m'a permis de réunir 15 personnes sur scène? C'est de monter le Bourgeois Gentilhomme. Et moi, j'ai monté le Bourgeois Gentilhomme pas parce que j'étais fan de Molière, parce que je pouvais mettre des musiciens sur scène, des danseurs, des comédiens. Et je me suis mis à aimer Molière parce qu'il m'a permis de réunir des équipes. J'ai voulu retrouver l'ambiance du vestiaire. Moi, j'adorais le sport. J'ai joué au foot, j'adorais le rugby. Moi, j'ai fait du théâtre pour retrouver l'ambiance de l'équipe, quoi. Donc le théâtre classique, c'était le seul théâtre qui me permettait d'avoir du monde sur scène où les gens venaient, comme c'est étudié à l'école, Molière,
Voilà, j'ai dit, je vais monter Molière. Comme ça, je vais pouvoir le jouer. Et je vais pouvoir réunir plein de copains pour le jouer. Et à partir de là est venu l'amour de l'écriture classique, l'amour des alexandrins. Je me suis mis à aimer ça comme un autodidacte. J'étais pas du tout présumé, tu vois, j'emploie pas les bons mots pour te dire, au niveau quand même présumé innocent. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe énormément, je fais beaucoup de fautes de syntaxe. Je suis comme je suis, j'arrive à me faire comprendre. Quand je parle à mes acteurs, quand je les dirige, peut-être 10 phrases pour en avoir une claire, mais je suis comme ça et on me prend comme je suis. Et puis c'est comme ça. De toute façon, c'est difficile de changer Exactement. du tout de tout. Même si on essaye toujours de progresser dans la communication. Alors tu as choisi une chanson de ton frère. Oui, Olivier Daguerre, c'est mon frère. Mon frère, on a 13 mois d'écart, je suis son grand frère. D'accord. Et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour son parcours de chanteur, qui a commencé dans les années 90 avec un groupe de punk qui s'appelait Les Veilleurs de Nuit, qui a fait une jolie carrière avec ce groupe de punk, qui a décidé après de partir vivre au Pays Basque. Moi, je suis originaire à la fois du Pays Basque du côté de mon père et du Tarn-et-Garonne, Montauban du côté de ma mère et Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque, qui sont nos deux ancrages familiaux. Et puis mon frère a décidé de partir vivre à Biarritz, il habite là-bas, et de partir un petit peu à zéro, d'écrire des chansons. Et donc son nom d'artiste c'est Daguerre, et puis là, il a quand même fait au moins 8 ou 9 disques. Voilà, et je trouve qu'il a un parcours en plus de... C'est vraiment un artisan de ce métier, continue à faire des concerts, continue à faire des disques, ne lâche jamais rien, et puis il intervient aussi dans beaucoup de formations à Stafford avec Francis Cabrel, avec qui il est très lié, avec Cali, qui a produit plusieurs de ses disques et tout ça. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très égal dans son honnêteté, très charismatique sur scène, qui garde une ligne comme ça, une forme d'un type qui va tout droit en faisant ce qu'il aime. Et je suis assez admiratif de ça, sans concession. On écoute De l'ivresse de Daguerre. Toujours un peu plus. Tu sautes sur ma bouche, tu es mordant à perdre haleine. Si on se couche, on se touche, ça se bouscule dans nos veines. Et quand je botte en touche, tu me remets en jeu sans peine, en jeu sans peine. Qu'on ne s'endorme, qu'on ne s'endorme jamais. Jamais plus, qu'on ait l'ivresse, toujours, toujours un peu plus. Le jour se lève bientôt et nous sommes là à faire suer nos peaux, à donner de la voix, à se dire qu'il fait chaud et comme on aime ça. Et comme on aime ça. Qu'on ne s'endorme jamais, jamais plus. Qu'on ait l'ivresse, toujours, toujours un peu plus. Qu'on ne s'endorme jamais, jamais plus. Qu'on ait l'ivresse, toujours, toujours un peu plus. Qu'on ne s'endorme jamais plus. Qu'on ait l'ivresse, toujours, toujours un peu plus, un peu plus.
c'était donc Daguerre, donc le nom de scène de ton frère, Olivier Ouais. Daguerre. Voilà, dans cette chanson de l'ivresse. Alors je vois le temps passer et il va falloir qu'on se bagne. quitte, hélas, oui, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Oh là là, Voilà. je suis bavard. Oh, bah non, mais c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, bah, je veux te remercier d'avoir C'est un vrai plaisir. voilà, d'avoir Merci, pris le Damien. temps de venir nous parler. On va mettre en lien dans la description peut-être des liens vers Monsieur Hoffman. Puis le petit coiffeur, qui est ma dernière pièce. Le petit coiffeur. Il vient juste d'être lancé au Théâtre Rive Gauche. Voilà, donc on mettra des liens de tout ça en description, comme ça vous pourrez aller voir, jeter un œil et puis aller au théâtre. Sortez, allez-y, n'hésitez pas, surtout en ce moment. Et puis alors, quel est dans l'immédiat là, un projet, tu joues où prochainement? Ah bah alors là, moi je joue un peu dans du Monsieur Hoffman et puis je me partage entre ça et puis après je vais souvent voir mes autres spectacles. J'ai tous mes classiques qui ont repris au Théâtre Saint-Georges, au Théâtre du Ranelagh. Et puis voilà, donc je suis un peu entre les reprises des spectacles, parce qu'en ce moment c'est difficile, mais on les reprend quand même, on joue un peu moins. On essaie de toujours continuer à jouer, notamment pour le jeune public aussi, parce que c'est important que les jeunes d'aujourd'hui, c'est quand même le public de demain, les artistes de demain. Ah, bien Donc sûr. voilà, et puis je suis sur une pièce que j'ai coécrit avec Pierre-Olivier Scotto qui s'appelle Le Voyage de Molière, là, qu'on a monté pour Avignon. Une pièce s'appelle Mr. T, écrite par Fanny Chasseloup, une magnifique pièce sur le Bataclan, enfin pas sur le Bataclan, mais les rescapés du Bataclan. Elle a écrit une pièce magnifique sur la reconstruction, qui fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien? Et puis j'ai une pièce qui s'appelle Le 8e ciel que j'ai écrite aussi, qui sera montée en 2022, que j'ai achevé d'écrire pendant le confinement. Et voilà, donc non, j'ai décidé d'avoir encore quelques projets devant moi. Bon, voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est donc le moment de nous quitter. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain, et ce sera avec Patrick Poivre d'Arvor qui sera là à ta place. Et puis, si vous voulez jeter un œil sur ce que nous faisons, eh bien, l'association Celui qui souffle a un site internet, celui-qui-souffle.com. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.